Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Isabelle Maréchal. Je suis très fébrile puis en même temps super contente de vous annoncer que je lance ma nouvelle série balado qui s'intitule Isabelle. Je vais vous proposer des rencontres avec des personnalités que vous aimez et d'autres que vous connaissez un peu moins, mais qui ont toutes un point en commun, c'est de vouloir changer le monde un peu à leur façon. Ma première invitée, c'est Nancy Audet, ex-journaliste sportive. Vous l'avez peut-être suivie pendant les Olympiques ou à TVA Sport. Enfant de la DPJ, Nancy a décidé depuis 5 ans de prêter sa voix à ces milliers de jeunes qui n'en ont pas. Et à l'occasion du 5e anniversaire de la mort de la petite fille de Granby, une histoire qui nous a tous arraché le cœur un peu partout au Québec, je trouvais que c'était un bon moment pour parler de violence familiale. J'espère que vous allez aimer ce premier épisode. J'espère que vous allez me proposer des invités que vous aimeriez que je reçoive, avec qui je vais discuter pour vous. Et surtout, faites-moi part de vos commentaires. Je vous souhaite une très, très bonne écoute. Depuis combien de temps on se connaît? On s'est rencontrés sur un plateau de télé en 2019. Mon Dieu, j'ai l'impression de te Télé-Québec. connaître. Ça fait juste 5 ans? Oui. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Oui, je sais. C'est donc bien bizarre! Non, ça fait juste 5 ans. Pourquoi on a l'impression qu'on se connaît depuis tant que ça? Parce qu'on partage beaucoup de choses en commun, je pense. Oh ouais, c'est vrai. Oui. Ouais. Bien, le métier, d'abord, de journaliste. Ouais. Toi, journaliste sportive, depuis tellement longtemps. En fait, ton ancien métier, comment tu le vois, ce métier-là, aujourd'hui? Oh, le journalisme sportif, pour moi, c'était comme une autre vie. Oui, hein? Oui, ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté ce travail-là, ce métier-là. Puis pour moi, c'est comme ça faisait 10 ans, 15 ans. Il s'est passé tellement de choses depuis 3 ans. On a un problème avec le temps, visiblement. On n'a comme pas l'impression que le nombre d'années vaut le temps. Tu sais, tu dis 3 ans, mais ça fait une éternité. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, mais on a l'impression que ça fait aussi Ouais. depuis très longtemps. Et donc, ce métier-là, mais c'est beaucoup notre enfance aussi qui nous lie. L'enfance que tu as vécue, celle que j'ai vécue. L'enfance, c'est un lien, je trouve. Puis on n'en parle pas assez. Puis ça détermine tellement la personne qu'on est. C'est fou. Dès que tu plonges un peu dans l'enfance, les blessures, tu comprends la personne qui est en avant de toi. Pourquoi elle réagit à telle situation de telle façon. Puis souvent, j'ai appris dans mes nombreuses thérapies que c'est trop souvent l'enfant qui réagit encore. Quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est le petit enfant en nous qui réagit par rapport aux blessures qu'on a eues. Puis c'est correct, mais des fois, il faut aussi lui dire « Regarde, je vais prendre soin de toi, c'est correct, mais maintenant, c'est plus le petit enfant blessé qui doit réagir. C'est la grande femme qui est sûre d'elle, qui a appris, qui a grandi, qui est solide dans ses bottes. » t'sais. Mais parce que moi, avant, c'était souvent la petite fille blessée qui réagissait. Là. On s'en rend pas. C'est tellement instinctif, là, tu sais. Ça fait combien de temps qu'elle réagit plus, que c'est plutôt Nancy, l'adulte, qui réagit, tu dirais? Ça fait quelques années. Ça fait pas longtemps. Ouais. J'ai rencontré un professionnel extraordinaire. Ouais. En thérapie. Là, en thérapie, qui m'a dit un jour, t'es pas tannée que la petite Nancy soit toujours celle qui réagit. Tu sais, tes blessures d'abandon, là, de rejet, ce serait peut-être temps là, que ce soit la grande Nancy. Il te dit genre, reviens-en, un peu ça? Mais je lui dis, oui, je veux. C'est parce que c'est souffrant. Ouais. C'est souffrant. Ouais. C'est pas agréable. Non. C'est pas agréable pour la personne devant nous qui comprend pas toujours. Puis c'est pas agréable pour nous non plus. Puis il m'a dit, ce serait bien que tu fasses ce travail-là sur toi, mettons. Donc maintenant qu'elle se présente, là, je m'en rends compte, c'est « Ah! Bon, ça y est, elle se pointe le bout du nez. » Et là, je dis « OK, ma petite chérie, je t'ai entendue, mais là, c'est pas toi aujourd'hui qui va être là, qui va réagir. C'est la grande. » Oui. Ouais. Et là, moins souvent. Puis la petite, elle ressort encore dans quel moment? Quand je me sens ignorée. C'est vraiment...
L'indifférence, je réagis très mal à l'indifférence. Ouais. Le manque de respect, ça ne fonctionne pas avec moi parce que ça a toujours été comme ça dans ma petite enfance et je veux plus ça. Mais bon, dans la vie de tous les jours, ça arrive, ça va toujours arriver encore. Tu le sais, on fait un métier public qui n'est pas toujours facile. Puis c'est de comprendre que ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, c'est pas les gens, c'est pas personnel. Là, tu sais. Donc, ça Mais il faut toujours se recadrer, pareil. Ah, oui, oui, oui. Il faut toujours se le dire. Mais le grand défi, là, Isabelle, tu sais, c'est quoi? C'est d'apprendre à aimer cet enfant-là. L'enfant qu'on n'a pas aimé, qu'on a pensé qu'il était tellement inadéquat. Tu sais, moi, j'ai pensé pendant longtemps que l'enfant que j'étais, c'était pas une bonne enfant. C'était pas une bonne petite fille. Elle n'était pas fine, elle n'écoutait pas les consignes, elle n'était pas douée à l'école, elle se battait contre les petits amis, elle avait des problèmes de comportement. Quel mauvais enfant! Tu sais, je l'ai détesté, cet enfant-là, à un point tel. Pauvre petite fille! Puis de réussir à renverser ça, puis dire « Hey! Oh, pauvre petite chérie d'amour! T'étais au contraire, t'étais une bonne petite fille! » Tu sais, c'était les conditions dans lesquelles tu étais qui ne te permettaient pas de grandir en santé puis de fleurir. Hein? J'étais pas dans le bon pot, j'avais pas la bonne eau, j'avais pas bébé de soleil non plus. Mais d'apprendre à l'aimer puis de dire au contraire, « Hey, wow, tu étais forte en torpinouche. Tu n'as jamais lâché. Tu as continué à te battre malgré tout. » Puis... Pour moi, Nancy, tu es tellement une fille qui nous montre à quel point c'est important de se tenir debout dans la vie. Tu es un exemple fabuleux pour plein de jeunes. Tu es devenue, depuis les dernières années, avec tes 2 livres, avec tes séries documentaires sur les jeunes de la DPJ, tu es devenue aussi porte-parole de la Fondation Jeunesse de Montréal. Tu es très impliquée auprès des jeunes de la DPJ. Oui. Tu parles régulièrement dans les médias. Tu es devenue un peu Madame DPJ, sans le vouloir. C'était pas prévu, hein? Je sais, tu me l'as déjà dit, c'était pas ça le but, mais tu es devenue un peu la voix de ces jeunes-là qui n'ont pas de voix. Puis toutes les semaines nous amènent des histoires de jeunes encore. Et ton parcours, on a l'impression que tout le monde le connaît, mais c'est comme si c'est important de le rappeler, je trouve, que tu nous redises un peu ce que tu as vécu puis d'où tu viens, parce que j'ai l'impression que ce parcours-là, il ressemble encore à celui de plein de jeunes aujourd'hui qui sont au primaire, au secondaire. Il y en a tellement, c'est fou. Tu sais, mon histoire, elle est unique parce que c'est la mienne, mais en même temps, elle n'est pas unique. Tu sais, plus je côtoie d'enfants, de jeunes de la DPJ qui veulent se raconter, c'est important de le dire. Ouais. Hein? On entendait le ministre Lionel Carman dire on ne veut pas les entendre, on veut pas aller voir les enfants. Mais moi, là, dès que j'entre en contact avec eux, très rapidement, dès que je me mets à leur hauteur, que je les regarde dans les yeux puis que j'ai une vraie communication avec eux, je suis intéressée, rapidement, ils me racontent leur parcours. C'est automatique parce qu'ils ont besoin de se raconter. Et pour la première fois, il y a un adulte qui les regarde et qui s'intéresse vraiment à eux. T'sais. Puis le partage que j'ai avec eux, c'est extraordinaire. Mais ce qu'ils me racontent, des fois, c'est tellement troublant. Tellement troublant. Je me dis, ça se peut pas qu'on vive ça encore aujourd'hui, en 2024. Puis c'est un autre. C'est l'histoire qui se répète, hein? C'est le cycle intergénérationnel qu'on n'arrive pas à briser. Puis c'est des enfants souvent qui me disent « Ah ben moi, ma mère, c'était une enfant de la DPJ. Mon père a été abandonné. » C'est des blessures qu'on n'a pas réussi à guérir et qui se répètent et se répètent encore. Je pense que le plus grand défi qu'on a, c'est de briser ce cycle-là. Puis en ce moment, on n'est pas capable. Ou en tout cas, très peu. Puis il faut le faire, parce qu'on perd toute une génération d'enfants. On perd toute une belle génération d'enfants. Moi, la maltraitance, j'en ai jamais parlé. La première fois, c'était il y a 5 ans. C'est notre secret, ça. On ne parle pas de ça. C'est une honte qui est tellement profonde parce qu'on a intériorisé que c'était notre faute.
Quand tu dis c'est notre secret, est-ce que c'est ça qu'on te disait? Non, Fallait pas en parler, mais moi, ou... rapidement, c'est devenu mon secret parce que... Parce que t'avais honte. Ben, j'avais honte. Puis tu disais... Puis quand tu es avec tes amis qui sont tellement aimés... Ouais. Tu sais, moi, j'étais avec des filles, là, la relation avec leur mère, c'était comme ça, là. Puis la fête des mères, là, wow, là. Puis... Ou tu avais l'impression que c'était comme ça. Après, des fois, c'est pas toujours les choses. Effectivement. T'sais. Mais... Et là, je me disais, ben moi, si j'ai pas ça, c'est parce que c'est moi le problème. C'est moi qui... Je mérite pas ça. Donc, tu t'assures que personne sait ça. Hein? Moi, je faisais semblant des fois. C'était épouvantable. Il y a tellement de fois où j'ai fait semblant. T'sais, même quand j'étais jeune, je me rappelle, tous les enfants allaient voir E.T. C'était la grosse histoire à l'école, là. Tout le monde était énervé. Puis moi, j'étais la seule qui n'avait pas le droit d'aller voir le film E.T. Ma famille était partie sans moi. Ça arrivait souvent qu'on m'excluait des sorties de famille pour me punir pour plein de raisons. On me laissait souvent derrière. Puis le lundi matin à l'école, tous les enfants, « Wow, E.T., c'était incroyable ce bout-là du film! » Puis je me rappelle que je fais semblant que moi aussi j'ai vu le film. Non! Oui. Oh my God! Ah oui, c'est bon, hein, ce bout-là, c'était incroyable, tu sais. Puis là, j'ai envie juste d'aller me cacher et de pleurer parce que je suis la seule quasiment qui n'a pas vu le film. Mais... Et puis, E.T. veut retourner à la maison. Oui. Puis quand je l'ai vu des années plus tard, peux-tu croire que je pleure comme un bébé? J'imagine. Enfin, j'ai vu E.T. Puis ça fait... Mais quelqu'un qui est avec toi, là, qui te voit pleurer de même en regardant E.T., et il ne comprend pas qu'il y a une blessure qui peut sembler anodine pour quelqu'un, mais moi, c'était une blessure parmi tant d'autres. C'était un après l'autre. Mais c'est drôle qu'en plus, ça soit ce film-là. Ça aurait pu être ouais. n'importe quel autre film. Mais E.T. qui veut retourner chez lui, ouais. Il est accueilli par une autre famille, mais c'est pas sa famille. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner chez lui. Il y a quelque chose, je trouve, dans l'enfance qui est de ça. C'est même les enfants qui ont vécu le plus épouvantable rejet, l'abandon par la mère, agression sexuelle par un ami de la famille. Je dis, ton enfance, il n'y a pas de mots. Hein, et je me retrouve dans certains petits bouts de cette enfance-là. Puis malgré tout ça, tu pensais que c'était de ta faute, puis malgré tout ça, tu voulais quand même que ta mère t'aime, que ton père t'aime, tu voulais quand même être avec ta famille. Oui. Puis quand on parle aux jeunes de la DPJ, ils préfèrent encore être avec leurs parents pareil. Oui. Fait qu'il y a quelque chose de... C'est difficile, ce bout-là. Puis c'est difficile à expliquer à ceux qui vivent pas ça, là. Bien, moi, je dis souvent, quand un parent manque d'intégrité envers son enfant, l'enfant, il n'arrête pas d'aimer son parent. Non. L'enfant, il arrête de s'aimer lui-même. Ouais. C'est de sa faute s'il n'est pas aimé. Il n'est pas... Puis c'est tellement profond, là. Puis ce manque d'amour-propre, là, nous fait souffrir pendant tellement longtemps. Encore à l'âge adulte, c'est vraiment... c'est tellement difficile. Puis le piège, après, qu'on développe, parfois, on va se détruire, hein, la consommation, parce qu'on est tellement en douleur, on a tellement manqué d'amour. Mais l'autre piège, puis moi, je suis tombée dedans solidement, là, puis je suis pas toute seule. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce piège-là sans le savoir, Isabelle. C'est le besoin tous les jours de prouver qu'on vaut quelque chose. Ah! Tous les jours. C'est tellement... Est-ce que ça finit, ça, à un moment donné? Mais ça finit pas de finir. On nous a tellement dit qu'on valait rien que là, on part en mission de prouver tous les jours à tout le monde, c'est pas vrai, regarde, je vaux quelque chose. Regarde, j'ai une carrière, je suis capable de réussir, je suis intelligent. Regardez, je vaux la peine d'être aimé. Mais tous les jours, le perfectionnisme à l'excès, de ne jamais se donner le droit à l'erreur. Jamais, jamais, jamais. Moses, que c'est violent. Puis le pire, c'est que c'est un puits sans fond. Parce que c'est jamais assez. On n'a jamais le sentiment d'avoir prouvé assez qu'on mérite d'être aimé puis qu'on est assez bon. Mais c'est donc épouvantable. Puis j'essaie encore de me débarrasser de ça. Puis je sais qu'on est nombreux dans cette situation-là.
Quand, au fond, tu sais, c'est d'apprendre à nous aimer, là. Mais je pense que ça rejoint tellement de monde. Tu sais, la difficulté de s'aimer. Il y a plein de monde qui ne s'aiment pas. Il y a plein d'adultes qui ne s'aiment pas. Et quand même, Puis qu'ils ne savent pas à quel point ils ne s'aiment pas. Oui, en plus. Pas Puis qui ont des enfants. Oui. Puis qui n'aiment pas forcément... Tu sais, des fois, c'est pas du... C'est juste du mauvais amour. Tu sais, moi, j'ai souvent pensé pour mes parents, par exemple. Je me suis dit, mes parents m'aimaient d'une façon, c'est pas la façon dont j'aurais souhaité qu'ils m'aiment. Est-ce que tu t'es dit ça, toi, avec tes parents? Parce que, tu sais, dans tes livres, tu racontes le rejet de ta mère jeune. Moi, j'en reviens pas encore. Tu sais, qu'une mère dise... Mais elle ne s'aimait pas. Elle se détestait, ma mère. Je sais pas si toi, ça t'aide à être plus en paix, de comprendre des choses. De comprendre d'où ils viennent. Oui. D'où ils venaient, tes parents. Ben moi, tu sais, c'est des enfants de la guerre. Là, tu sais, mes parents sont nés... c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. On n'y pense pas, là. Tu sais, c'est pas si vieux que ça, là. Tu sais, ils étaient enfants en 1945. Tu sais, ils sont nés à ce moment-là. Là. Fait que c'est des enfants de l'après-guerre, tu sais, qui ont vécu ces années-là, en plus en France. Hein. Ils sont arrivés ici comme immigrants. Difficile, l'immigration. Très difficile, l'immigration. Pas mal plus qu'on pense. Tu sais? D'être déraciné. Complètement. Tu Fait te que toi, tu déracines, disais... puis tu dois t'enraciner avec toutes les blessures que tu as. Mais ça a donné les parents que tu as eus. Puis toi, Abitibi, Des parents très jeunes. place de quoi, 400? 400 habitants. Pas grand monde, tout le monde se connaît. Oui. Fait que les apparences. Je t'ai entendu parler, dans une entrevue, tu as parlé des apparences. Fallait que ça ait l'air d'une bonne famille. Mais ça arrive souvent, que les apparences sont très, très trompeuses. Hein? Et ça, c'est tellement malsain pour les enfants. Imagine l'enfant, là, qui devant les gens, tout est beau. C'est tout lisse, là, tout parfait. Ah! Ta mère est tellement gentille, elle est tellement extraordinaire, ta Il y en a mère. qui ont pensé ça de ta mère? Ben oui. Ah ouais? Tu rentres chez vous, après, là, paf! Les coups. Mais tu ressors dehors, ah, ta mère, tu t'enfermes, là, tu es pris au piège. C'est un piège qui se referme sur toi, c'est terrible. Toi, c'est ta mère qui était violente. On sait violence physique, violence psychologique. Tu as déjà dit que c'était pire, d'ailleurs, que la violence psychologique. Oui, puis il faut faire attention. Parce que je veux pas dire que la violence corporelle, c'est pas grave. C'est grave, la violence corporelle. Ouais. Puis j'ai mangé des coups, puis j'ai été blessée. Ah, j'ai même été hospitalisée à un moment donné à cause de ça. Mais la violence psychologique, je trouve qu'elle est sous-estimée, alors qu'elle laisse des blessures vraiment, vraiment profondes. C'est des blessures, c'est difficile de se remettre de ça. Tu as été hospitalisée? Oui, j'ai été hospitalisée. Parce que ta mère t'avait battu trop fort? Elle m'avait lancée en bas des escaliers, puis c'est ma tête qui a pris le coup. C'est mon premier souvenir de maltraitance, en fait. Tu avais quel âge? Puis j'avais un peu moins de 4 ans. Puis là, elle me hurlait d'aller dans ma chambre. J'ai rampé dans la douleur. Là. Je me souviens, j'ai 47 ans, je me souviens de la douleur physique intense. Puis je pleure, elle ferme la porte de ma chambre, puis elle met le crochet qu'elle avait installé à l'extérieur pour pas que je sorte. Puis là, je passe toute la journée à pleurer dans mon lit, puis à un moment donné, je m'endors. Il y avait un crochet après ta chambre, Oui. après la porte de ta chambre, Oui. pour pas que tu sortes. Pour pas que je sorte. Puis mais à heureusement, l'hôpital? C'était un vendredi. Moi, mon père partait du lundi au vendredi. Il travaillait dans la forêt. Puis la fin de semaine, il passait sa fin de semaine à l'aréna. Je ne le voyais pas beaucoup. Si je voulais le voir, il fallait que j'aille voir des matchs de hockey. C'est pour ça que je suis devenue journaliste sportive. Hein? Mais j'essayais de connecter avec lui le peu de temps que j'avais. Mais heureusement, c'était un vendredi, puis c'est mon père qui m'a retrouvée dans ma chambre. J'étais en piteux état. Il a paniqué. Je ne répondais pas à ses questions.
J'avais une violente commotion cérébrale. Puis quand il m'a retrouvée, j'avais la tête comme un ballon de football. Là. Je ne pouvais même pas regarder en haut. Il m'a transportée à l'hôpital. Puis là, j'ai été hospitalisée. Puis ils ne croyaient pas la version de mon père. Ils ont menacé d'appeler la police. On était dans 2 salles différentes. Puis malheureusement, bien, il a menti parce qu'il avait peur pour la famille. Il avait peur des conséquences. Il le regrette aujourd'hui. Mais bon, je me suis remis de ça. Mais quand j'ai écrit mon premier livre, Plus jamais la honte, j'ai fait sortir mon dossier médical. Tu as le droit, hein, tu sais ça, que tu reçois ça chez vous. C'est spécial de lire tout ce que tu as traversé dans ta vie, dans ton dossier médical. Bien, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des infirmières puis il y a du personnel médical qui l'ont vu, ce dossier-là aussi, puis qui auraient dû lever le drapeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé le drapeau pour la petite Nancy? Non. Non? Personne? Bien, oui, parce qu'il y a eu un signalement anonyme à la DPJ à un moment donné. Là, les gens de la DPJ sont venus. On a été rencontrés par les travailleurs sociaux dans les bureaux de la DPJ. Tu sais, on est convoqués, tu le sais, hein, puis là, on demande à la famille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? Ouais. Est-ce qu'on pourrait vous envoyer des travailleurs sociaux, peut-être à la maison? Puis Tu n'as jamais su qui avait fait le j'ai film? jamais su. As-tu essayé de On savoir? est journalistes, là, Ouais, nous autres, ouais. d'habitude, quand on veut savoir quelque chose, on n'est pas pire. J'ai cherché longtemps. J'ai jamais trouvé. Ouais. J'aimerais ça, j'aurais aimé ça. Est-ce que tu penses que cette personne-là t'a sauvé la vie, en quelque sorte? Je ne sais pas si ça aurait été plus pire, moins pire, mais au moins, j'ai pu rencontrer ma famille d'accueil parce que j'ai eu mon placement. Hein. Ma mère, comment a réagi à ce signalement-là? C'est de dire à la DPJ, bien, de toute façon, j'en veux plus de cet enfant-là. Fait que gardez-la, puis trouvez-lui une autre famille. Puis elle est partie. Puis elle est partie. Elle m'a laissée dans le bureau. Écoute. J'avais rien, j'avais juste les vêtements que je portais. J'étais tout petite. T'avais quel âge? Puis après, j'allais avoir 9 ans, je pense, à peu près. Puis ils sont arrivés avec un petit sac blanc, avec un pyjama, puis une brosse à dents. Ils m'ont dit, bon, on t'a trouvé une famille d'accueil. Il n'y a personne qui a fait, « Hey, madame, attendez, là, vous ne pouvez pas partir comme ça? » Non. Elle était partie tellement vite. Oui, elle m'a laissée là derrière. Elle était contente, elle avait toujours voulu avoir juste ses 2 enfants. Elle avait ses 2 enfants. Elle était bien, là. Je pense qu'elle était vraiment contente de ça. Parce que tu as un frère. J'ai un frère plus jeune, une sœur plus vieille. Puis là, je suis arrivée en famille d'accueil, j'ai rencontré Rosemée Vallée. Est-ce que ton frère et ta sœur ont vécu la même chose que toi? Non. C'était juste sur toi. Oui. Mais ça arrive souvent, Isabelle. Ouais. Mais ça arrive vraiment souvent qu'il y a un souffre-douleur, le mouton noir. Mais le mouton noir, là, c'est étonnant comment parfois... Est-ce que tu parlais plus que les 2 autres? Est-ce que tu étais, tu sais, à 4 ans, en même temps? Non, mais tu sais, c'est parce qu'on cherche. Pourquoi? Mais tu sais, mon caractère de cochon, là, on m'a souvent reproché mon caractère de cochon, mais aujourd'hui, je suis là, hey, merci la vie de m'avoir donné un caractère de chien comme ça. J'aurais jamais survécu. T'as pas un caractère de chien. Ah, j'ai un bon caractère. OK, mais c'est pas un caractère de chien. Non, Même si je te connais, non. voyons, t'as Non, pas un non. caractère de Non, mais chien. j'avais un bon caractère de cochon, puis il y a un psychologue C'est même qui pas m'a un dit... caractère de cochon. Non, mais c'est important, là, tu sais. Wow! Je vais te ramener à l'ordre là-dessus. C'est parce que, tu vois, ça, là, on se le fait dire, puis moi aussi, j'ai entendu ça, là, tu sais, c'est... On t'a dit ça que t'avais... Bien, tellement, tu sais. Puis après, ça se perpétue, est difficile à gérer. C'est comme quand... Là, c'est comme... Non, c'est juste qu'on parle. Peut-être que parce que notre personnalité est comme ça, peut-être qu'on parle plus fort que les autres, parce qu'on veut pas être... Oui. L'injustice. Oui. On a tellement été victimes d'injustice. Exact. On l'a vu, on l'a ressenti au plus profond de nos tripes, Tellement. qu'on ne peut pas la tolérer. Exact. C'est ça. Moi, si tu me demandes, je dirais que c'est exactement ça. C'est ça. Qu'est-ce qui me fait le plus réagir, là, c'est ça. Mais ça vient de nos blessures d'enfance, ça. Ouais. Parce qu'on le sait comment ça fait mal, l'injustice. Oui. Comment ça abîme le cœur des êtres humains. Tu sais, il n'y a rien de plus violent que ça, puis on est entouré d'injustice. Fait que, tu sais, on ne manquera jamais de travail, là, parce que il y en a, je vois ça tous les jours. Ouais.
puis je vais jamais arrêter de m'indigner, puis je vais jamais arrêter de le dénoncer. Mais, J'aime- mais c'est correct d'avoir du caractère. Oui, oui. Mais tu sais, dans le Tu sens veux que pas être... c'est parce que, tu Surtout aujourd'hui, sais, on je parle trouve. beaucoup de résilience. Ouais. puis j'ai de la misère avec ce mot-là, moi, Ouais, la moi aussi, un peu, résilience. un peu. Pourquoi on Faut a être de la misère avec ça? résilient, Ouais. c'est- Mais c'est quoi Mais résilient? c'est ça. Puis on l'utilise à toutes les sauces Ouais. aussi. Puis c'est de mettre la pression. Il faut que tu sois résilient. Hey, attends, là. Je veux dire, parfois, c'est difficile d'être Mais en même résilient, temps, puis ça tu sais, prend du temps. La résilience, dans le fond, en physique, c'est un principe qui fait qu'une matière est flexible d'une certaine façon, qu'elle est capable de s'adapter. Fait qu'il y a quand même quelque chose de, dans le mot peut-être, qui a été galvaudé, mais ça veut aussi dire qu'on est capable de s'adapter. Je pense que les enfants de la DPJ doivent s'adapter à des conditions Tout qui le n'ont pas de temps. bon sens. Des enfants C'est qui ont juste ça, leur subi de la vie. violence familiale Ben non, mais... doivent s'adapter. Tu sais. Puis on est comme... Il y a comme l'hypervigilance aussi qui nous habite toute notre vie. Toi, tu dois être une hypervigilante. Ouais, C'est comme, qui se guérit. T'as-tu guéri ça pour vrai? Ben je sais. Mais non, mais tu sais, moi, juste Ça, là, faut que tu- juste là, je suis dans la pièce, OK? Ouais. Bon. On fait semblant qu'il n'y a personne, mais il y a du monde autour de nous. Moi, quand je rentre dans une pièce, rapidement, je sens les personnes autour de moi. S'il y a une personne qui est fâchée, je le sais tout de suite. Ouais. S'il y a une personne qui est stressée, je le sais tout de suite. S'il y a une personne qui ne m'aime pas, je le sais tout de suite. C'est que j'ai vécu toute ma vie, là, moi, je rentrais chez moi, là, dans la maison, puis hyper vigilante. OK, oh non, elle va pas bien. Oh non, aujourd'hui, je risque de recevoir des coups. Oh là là. Ton cerveau a développé un sens de plus. Ouais. Mais ça, c'est fatigant, Isabelle. Ouais, je sais. C'est fatigant. C'est éreintant. Mais d'arriver à calmer ça, c'est difficile. Mais les enfants de la DPJ ont développé ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais tu sais, tu as parlé d'adaptation. Tu sais, eux, là, toute leur vie, c'est juste ça. Ouais. S'adapter au changement de famille, s'adapter au changement d'école, d'enseignant, changer d'intervenant 4-5 fois dans l'année. S'adapter au fait qu'ils ne peuvent plus voir leurs frères, leurs sœurs, s'adapter au fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, ils n'ont plus le droit d'avoir leurs animaux de compagnie. S'adapter. Leur espace. C'est Tout. juste l'espace d'un... C'est important d'avoir une chambre à soi, d'avoir... Mais non, ça existe. Eux autres, ils ne s'attachent plus à rien, eux autres, Non, Isabelle. c'est ça. Parce que même à l'intérieur même du système, tu sais, après qu'il ait changé 7-8 fois de famille d'accueil, qu'il ait changé 7-8 fois de travailleurs sociaux, d'éducateurs, on les met en centre jeunesse, en centre de réadaptation, où là, ils vont changer d'unité. Donc, même à l'intérieur même du système qui est censé les protéger, il y a des coupures de liens tout le temps, il y a de l'instabilité. Ce qu'on dénonçait dans leur foyer biologique, l'instabilité, bien, on leur fait vivre la même chose dans le système. Mais toi, est-ce que tu dirais que la DPJ t'a sauvé d'une certaine façon? Parce que tu as eu combien de familles d'accueil? Une. Tu as une famille d'accueil? 2 fois la même. 2 fois la même famille d'accueil? La première fois enfant et la deuxième fois adolescente. C'est moi qui ai demandé. Hein. Ouais, j'étais en centre jeunesse, puis j'ai demandé si on acceptait d'appeler ma famille d'accueil pour voir si elle voudrait me reprendre. Puis est-ce que c'était Manon, ta mère adoptive? C'était Rose Aimée Rose Aimée. qui m'a pris en famille d'accueil. Puis j'ai rencontré Manon plus tard, qui était la belle-mère de mon premier chum. Puis à partir de ce moment-là, bien, j'ai trouvé une famille. Est-ce que tu la considères comme ta mère adoptive? Non, c'est ma mère. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est ma maman. Ouais. Mais ça, c'est nouveau que je suis capable de te dire ça. Parce que ta mère bio est vivante. Oui. Mais même Manon, Comme tu sais, ta mère bio, elle va peut-être on dirait entendre cette conversation. ouais, c'est correct. Ça te dérange pas? Non. Mais tu sais, elle était très, très fâchée de cette relation-là que j'ai développée avec Manon. Mais je pense que c'était un mélange de jalousie, un mélange de... J'ai tout le temps pensé qu'elle ne voulait pas vraiment que je développe cette belle relation-là avec quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas que quelqu'un pouvait m'aimer comme ça. Est-ce que tu l'as dit? Ah, je l'ai senti. Ouais. Ouais. Parce qu'elle est revenue dans ta vie, finalement, ta mère bio? Bien, elle a été là pendant très longtemps.
Même pendant ma relation avec Manon. Quand j'habitais avec Manon, elle était encore là, puis c'est Manon qui me ramassait à chaque fois. Mais il me semblait qu'elle ne voulait plus de toi, qu'elle avait dit qu'elle ne voulait plus de Nancy. Mais je l'ai mis dans une fâcheuse situation parce que je suis devenue journaliste, Isabelle. Ouais. J'ai commencé à faire de la télé. Oh, c'était la pire chose que je pouvais pas faire pour elle. Parce que? Parce que tout le monde y parlait de moi. Ah, j'ai vu ta fille à la télé hier soir. Est-ce qu'elle a eu peur que Nancy tu est aux racontes? Jeux olympiques. Est-ce qu'elle avait peur que tu racontes? J'étais tellement dans la peur. Tellement. Même à 30 ans, 35 ans, 38 ans. Je pense qu'à jamais, 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 jamais elle a pensé que j'aurais pu raconter ça. J'avais tellement peur d'elle. Avant de sortir le premier livre, je pensais qu'elle allait venir me tuer puis venir s'en prendre à mon enfant. J'étais tétanisée comme ça, là. Arrête! Mais oui, mais oui. T'avais La dernière peur de fois que je ta l'ai vue, j'ai fait une attaque de panique parce que... Mais vraiment intense, là. Perdre tous mes moyens. Le contrôle de mon corps. Ouais. Puis je suis fâchée que ça me fasse encore cet effet-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est plate. Mais je ne me mettrai plus dans cette situation-là. Puis continuer à prendre soin de soi. Puis... C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? 2018. Oui, à des funérailles. Puis je pensais pas que ça allait me faire ça. Puis je me suis complètement désorganisée. Puis ouais, j'ai failli m'évanouir. Merde! J'étais vraiment encore à l'âge que toi. Ah, c'est la petite fille qui allait se cacher tremblante dans son garde-robe, là, tu sais. C'était encore elle qui revenait. Puis j'étais là, ça me tente plus qu'elle revienne. Je veux plus, tu sais. Mais elle est encore là, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il faut continuer. Continuer à prendre soin, hein? Ouais. Comment tu prends soin de ta petite fille, toi, de la petite Isabelle? T'en prends-tu soin? Ah, écoute, plus qu'avant, ouais, plus qu'avant. Elle m'habite beaucoup, elle m'habite beaucoup. Ouais, hein? Je pense qu'on est très habité par l'enfant qu'on a été. Et surtout quand on a eu une enfance qui n'était peut-être pas normale, entre guillemets. Mais qu'est-ce que la normalité? On pourrait avoir plein d'adultes ici, puis ça serait tellement une belle série qu'on devrait faire. Où tu vas demander, tu vas jouer sur l'enfance, justement, tu vas chercher l'enfance de chacun. Puis je pense qu'on est beaucoup l'enfant qu'on a été. Moi Mais il aussi, faut je s'en pense sortir à un moment donné. Mais surtout si tu as eu une enfance blessante, avec des traumatismes. Tout ce que tu décris, c'est des traumatismes. Moi, je me rends compte aujourd'hui que j'ai vécu des traumatismes dans l'enfance. Mais je l'ai nié pendant tellement longtemps. Moi, c'est comme toi, ça fait pas si longtemps. C'est dangereux de nier ça. Oui, parce que tu frontes tout le temps. Ouais. Fait qu'on revient aux apparences. Fait qu'on refait le même cercle vicieux dont tu parlais, mais on joue dans ce même maudit film-là. Ouais. Pourtant, moi, je m'étais dit, la violence familiale, il n'y en aura pas dans ma famille que moi, je vais créer. Je me disais, d'un coup, que je batte mes enfants. C'est terrible de D'un coup, penser que j'ai ça en moi, puis je ne sais pas. décrisse la cuisine au complet, que je mette le feu dans des affaires. J'ai vu ça, moi. Tu as vécu ça aussi. J'imagine que tu as eu cette peur-là aussi. Ouais, tellement. Mais c'est pour ça que j'ai pas eu mon enfant avant 38 ans. Tu vois? J'avais ben trop peur. Ouais. J'étais pas prête à prendre le risque de faire souffrir un enfant. J'aimais mieux pas en avoir que de prendre le risque de lui faire vivre, ne serait-ce qu'un dixième de ce que j'ai vécu. Mais c'est terrible quand tu y penses, ça, de se dire, on va s'empêcher de faire quelque chose parce que peut-être qu'on a un peu d'agresseur ou de violence en nous. C'est terrible. On a la violence en nous, forcément. On a cette violence-là, Nancy. Fait qu'on fait quoi avec, c'est comme... Moi, je me dis, il faut la... Ben moi, je la transforme. J'ai décidé de la transformer puis de l'utiliser à mon avantage. Ma colère est encore là. Puis je l'utilise pour avancer comme levier, pour essayer de devenir un vecteur de changement. Dans l'espoir qu'il y ait moins d'enfants qui vivent ce que j'ai vécu. Parce que c'est la seule façon que je peux l'utiliser, puis que ce soit sain. Sinon, je vais mourir à petit feu, elle va me détruire.
sais, la colère, c'est du poison que tu t'envoies directement dans les veines. Puis moi, j'en veux plus de ce poison-là. J'en veux plus. Puis je veux être une bonne maman. Tu sais. Puis j'apprends tranquillement, pas vite, à vraiment l'utiliser pour devenir un vecteur de changement. Je m'accroche à ça, puis quand elle m'envahit, je me dis, OK, comment tu vas l'utiliser? Ben, tu vas l'utiliser pour faire ça. Ça fonctionne, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça fonctionne. Ouais. Mais hier, je regardais l'éclipse solaire avec ma fille. On était couchés une à côté de l'autre. Puis elle était là, ah, maman. Elle me flattait les cheveux pour regarder. Puis elle m'a juste glissé. Je t'aime, maman. Oh, ça, là. Hein? Mais Le je t'aime, maman, là, ça vient de son fond. Ce qu'on partage, c'est tellement beau, là. J'aurais tout donné pour vivre ça avec ma mère, tout ce que j'ai. Tout. C'est incroyable. Mais au lieu de rester dans la douleur de « j'aurais tant aimé d'avoir ça avec ma mère », je suis dans « oh, c'est ce que je suis chanceuse de vivre ça avec un petit être humain, avec ma fille. » C'est tout de suite, je le vis, je suis comme « OK, c'est correct, elle a la tristesse. » Mais je tasse ça tout de suite, je disais « là, c'est le moment présent. » Puis le moment présent, c'est que tu t'es donné la chance de vivre ça avec ton enfant. Mais tu sais, je pense que ta fille est chanceuse de t'avoir comme mère, tu sais. Comme je pense aujourd'hui que mes filles sont quand même assez chanceuses de m'avoir comme mère, tu sais, mais on peut se le dire. J'aurais aimé ça m'avoir comme mère. Tu te dis ça des fois? Moi, comme quoi, tu vois, on s'améliore parce qu'aujourd'hui, je me dis, écoute, j'aurais aimé ça m'avoir comme mère. Je trouve que je suis une mère cool, tu sais. Bien, est-ce que tu te demandes des fois, qu'est-ce que je serais devenue si j'avais eu une mère comme je suis? Ben oui, je me dis... Qu'est-ce que tu serais devenue? Ben j'aurais peut-être moins ces travers de « Ah, je m'aime pas, est-ce que je suis assez bonne? » Est-ce que, tu sais, tout ça, puis j'aurais peut-être plus de confiance en moi, là. Parce qu'on pense qu'on a l'air bien confiante en nous, mais dans le fond, on n'est pas tant, tu sais, c'est encore souvent, c'est du front, là, c'est parce qu'on n'a pas le choix, mais tu sais, moi, j'ai pas fait ton travail de psychothérapie, là. J'ai essayé, puis à chaque fois, j'ai comme plus de patience, là. C'est comme... faut refaire le parcours de sa vie. Je fais comme, oh là, pas là, trop fatiguée, trop fatigant. Tu comprends, là, moi, là, tu sais, comme, oh mon Dieu, il faut que je parte ça de... Non, je me dis, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Oui, mais c'est tellement important. Mais je sais, tu me dis, oui. C'est vraiment important. Mais... d'y aller, la prochaine fois, je t'invite à y aller all-in. Oui, je sais. Oui. Mais j'ai beaucoup pensé depuis notre dernière conversation. J'ai quand même appelé le psy. C'est déjà un geste. Bravo. Je l'ai déjà annulé une fois, hein, juste pour te dire. Oh, non. Oui, non, mais j'avais un tournage. Bon. Mais on a toujours une bonne raison. Oui, il y a toujours quelque chose. Mais c'est difficile de prendre soin de soi aussi. Tu sais, je te ramène quand tu disais, tu avais fait une crise de panique en 2018, puis en 2019, tu as décidé de t'impliquer avec les jeunes de la DPJ. Puis, est-ce que tu dirais que c'est ça l'élément déclencheur qui a fait que cette mission-là, que tu t'es donnée pour briser le cercle de la violence, c'est peut-être du fait que, justement, le fait de revoir ta mère, tout ça, tu t'es rendu compte que ça faisait partie du travail d'évolution qu'il fallait que tu fasses, puis avec le psy, avec... Non, en fait... Ou c'est venu comme ça? C'est l'instinct, c'est venu comme ça. Mais en 2019, c'est le temps des fêtes, puis je lis une série d'articles sur les enfants de la DPJ, puis les statistiques qui sont de plus en plus sombres. Puis j'ai une grosse boule au ventre, là, je suis pas bien, là, puis je me dis... Toi qui as quand même réussi pas si mal dans la vie, tu sais, t'es pas une Isabelle Maréchal. Arrête! Mais peut-être que tu pourras utiliser le réseau que tu as développé, les connaissances que tu as pour aller aider. Ouais. Puis j'ai appelé à la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, Isabelle Lévesque. Puis j'étais bien énervée au téléphone. J'ai dit, Isabelle Lévesque, vous ne me connaissez pas, je suis pas super connue. Je suis Nancy Audet, journaliste à TVA Sport. J'aimerais ça aller m'impliquer. Je suis prête à faire des levées de fonds, m'occuper des communications, faire des activités avec les enfants, faire le ménage de votre bureau. Ah ouais! Tu voulais t'engager. Ah là là là. Puis elle m'a dit,
je t'arrête tout de suite. Je te connais? Non! Mais elle m'a dit, ça sonne jamais ici. Il n'y a jamais personne qui veut venir aider la Fondation et les enfants de la DPJ. On a essayé d'approcher des gens, des personnalités connues, des artistes, des animateurs, des comédiens, puis on nous a toujours dit non. On n'a jamais trouvé. Ouais. Puis, donc, même si tu n'es pas très connu, on va accepter ton aide. Viens me rencontrer à la Fondation, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Puis, je suis allée la rencontrer. Puis, dans le bureau, elle m'a demandé pourquoi. Pourquoi tu es là? Elle ne connaissait pas toute ton histoire. Non, bien, personne. Oui, c'est ça. Personne. Mais non, c'est Même ça. pas les personnes les plus proches de moi. Puis pauvre Isabelle, je m'excuse, Isabelle. Ma carapace, elle s'est fissurée d'un coup. Crac! Devant cet inconnu-là, j'ai tout raconté. Oh mon Dieu, pauvre elle. Elle doit avoir eu peur. Je me dis, peut-être... La preuve que non, puisque vous avez commencé une relation fabuleuse. Oui, elle était extraordinaire. Ça a été le début de ton engagement avec les jeunes de la DPJ. Ça t'a amené aussi à écrire tes livres. Quelques mois plus tard, elle m'a dit, Nancy, je veux que tu témoignes à la soirée de la Fondation devant 400 personnes. J'ai dit, es-tu folle? Jamais je vais faire ça de ma vie. J'étais comme Isabelle, tu peux pas m'amener là. Puis elle m'a dit, mais Nancy, si toutes les personnes qui ont vécu des violences familiales puis de la maltraitance font ce que tu fais là, si toi, qui as quand même bien réussi dans la vie, tu as une famille, tu as un bon métier, puis tu veux pas en parler, tu n'es pas capable de te tenir droite puis de dire, ben tu sais quoi, moi, c'est de là que je viens. C'est ça que j'ai vécu. Mais c'est quand même possible de réussir dans la vie, d'avoir une belle vie. Comment t'espères les inspirer? OK, t'es là, on va faire des levées de fonds, mais si t'es pas honnête envers eux, envers ces enfants-là que tu veux aider, c'est quoi le message que tu leur envoies? Tu leur dis qu'ils doivent rester silencieux, qu'ils ont raison d'avoir honte, que c'est de leur faute. Tabarouette! Non, mais une claque d'en face. C'est ça qu'elle m'a donné, là. Moi, j'ai été des semaines à pas dormir. Mais je savais qu'elle avait raison. J'ai dit, OK, Isabelle, je vais y aller. Ça a été ma première fois. Puis j'ai fait une autre petite attaque de panique avant de monter sur le stage. J'étais avec Patrice Lécuyer, qui a été très gentil, très bienveillant. Et ça a été mon premier témoignage. Et après, ça s'est enclenché. Là, on m'a approché pour le livre. Puis là, je suis rentrée en thérapie parce que je savais que je ne pouvais pas faire ça sans être soutenue par un professionnel. Que c'était dangereux, même pour moi, de faire ça sans être d'un vrai professionnel. J'ai trouvé la bonne personne. Et depuis 5 ans, je trouve que tu es vraiment devenue la voix des jeunes de la DPJ. Je pense que si on demande aux Québécois, c'est comme ça qu'on te connaît plus aujourd'hui. Mais comment ça? Comment ça? Comment ça se fait que c'est toi la voix et non pas... Qui voudrais-tu qui soit la voix des jeunes? Je ne sais pas, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait Ou pourquoi les jeunes ont besoin d'une voix, c'est ça que tu voudrais dire? Bien, les jeunes ont besoin d'une voix, mais ils ont besoin de leur voix. Oui, c'est ça. Moi, je continue à être là en avant. J'essaie de porter leur voix du mieux que je peux. J'espère que je le fais de la bonne façon. Et souvent, je leur demande, les jeunes, as-tu écouté mon entrevue? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves que j'ai bien parlé pour toi? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas dit puis que tu aurais aimé que je partage avec les autres sur ta réalité? Puis on partage. Mais mon objectif... Parce que tu es très engagée auprès de plusieurs jeunes de différents âges. Oui. Que tu es comme la grande sœur. Mais là, tu as annoncé il n'y a pas si longtemps que tu allais quitter ton rôle de marraine. De la Fondation. Des jeunes de la DPJ. Oui. C'est pas facile. Pourquoi tu as décidé ça? Par intégrité. Oui. Par conviction. Pour rester fidèle à mes valeurs puis mes convictions. Mais c'est une décision difficile parce que pendant 5 ans, j'ai tellement donné. Puis j'avais l'impression que j'allais abandonner mes enfants, tu sais.
Mais c'est pas ça. Mais tu dis par intégrité, pour être en lien avec mes valeurs, ça veut dire que la Fondation répondait plus à tes valeurs? Oui. Quand j'ai commencé à la Fondation, il y a 5 ans, c'était une petite fondation, personne n'en entendait parler. Mes premières entrevues, je me souviens, Pierre Bruno me disait, mais c'est quoi cette fondation? Ouais. On n'en a jamais entendu parler. C'était ça, là, en 2019. C'était 5 employés. C'était une DG incroyable, une gestionnaire extraordinaire qui faisait 3 postes en même temps. Alors que là, c'est devenu une grosse business? Oui. Ouais. Ça a grossi à force de travail. Tu sais, à un moment donné, est venue des idées de grandeur d'en faire une fondation majeure au Québec. Puis j'ai l'impression qu'on s'est perdu en cours de route. Mais ça aurait pu être une bonne idée si, par exemple, c'était pour les jeunes, si ça apporte quelque chose aux jeunes de la DPJ à la hauteur de ce que la Fondation peut aller chercher. Est-ce que c'est le cas? Bien, c'est qu'on est tombé dans le piège de grossir puis de dépenser beaucoup en frais de gestion, en événements. Une grande portion des dons, maintenant, va là. Puis je me sentais plus à l'aise de demander des dons aux gens. En salaire de gens qui gèrent la Fondation, ce genre de choses-là? Oui. Puis je me rendais compte que je n'étais plus à l'aise de demander des dons. J'ai commencé à me sentir... Bon, qu'est-ce qui fait que tu n'es plus bien, que tu te sens malhonnête? Bien, c'est ça. C'est de regarder les états financiers puis de ne pas être convaincu que c'est fidèle à mes valeurs puis à mes convictions. Puis ça me fait tellement de peine de te dire ça. Parce que j'ai l'impression je ne veux pas nuire à mes enfants et à mes jeunes. Moi, ce que je veux plus que tout au monde, là, c'est ma vie depuis 5 ans, c'est d'aider ces enfants puis ces jeunes-là. Imagine comment c'est difficile pour moi de prendre cette décision-là. C'est difficile. Mais j'avais pas le choix. Mais c'est gros ce que tu dis quand même, là, Nancy. C'est une grosse chose. Mais j'ai toujours... je fais le pari d'être toujours honnête, de dire la vérité. Mais il y a des coups qui viennent avec ça. Il y en a qui ne vont pas être contents de t'entendre dire ça. Oui. Mais j'espère qu'au lieu d'être fâchés, qu'ils vont décider de se réaligner. Ouais. Se réaligner, puis de revenir à nos valeurs profondes. Tu sais, moi, des grands bals, là, dans l'opulence totale, là, puis qu'on se gargarise dans nos belles robes, puis avec du vin là, qui vaut 150 $. Pendant que moi, mes enfants, ils crèvent de faim, je peux pas. Isabelle, je peux pas. Je peux pas. Je m'excuse. Moi, là, mes jeunes, ils crèvent de faim, Isabelle. Là, sais-tu que chaque année, j'ai 600 ex-placés qui se ramassent à la rue? On les envoie direct dans la rue. Puis moi, je vais aller me gargariser en grande robe de bal, en buvant mon vin. Non, non. Moi, je ne vais jamais utiliser cette cause-là pour nourrir mon ego. Jamais. Puis aujourd'hui, je vois plein de gens qui utilisent la philanthropie pour nourrir leur ego. Regardez comment je suis bon puis que j'aide les petits enfants pauvres. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire. Tu sais, restons groundés. Rappelons-nous pourquoi on le fait. Il y a des moyens de faire des événements, de ramasser de l'argent en étant fidèle à cette cause-là, puis fidèle à nos enfants. Puis il y a plein de fondations régionales aussi, je pense, la DPJ. Il y en a 13 fondations, partout. Puis, moi, j'ai envie d'aller aider les fondations. Tu vas t'impliquer plus au niveau régional? Oui, parce que moi, j'ai jamais cru à la centralisation. Parce que dans chaque région du Québec, dont il y a des besoins partout, la maltraitance, elle existe partout. Il y a des régions où c'est terrible. Dans ma région natale, en Abitibi-Témiscamingue, en ce moment, c'est le plus haut taux de signalement de la province. C'est terrible ce qui se passe chez nous. Je veux aller aider ce qui se passe à Québec, en Mauricie. En Mauricie, c'est une région qui est touchée par la maltraitance. C'est terrible, Isabelle, ce qui se passe là. Les Laurentides, dans les centres jeunesse dans les Laurentides. Puis ça explose de partout. En Estrie, et là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Donc, il y a un regroupement qui s'est formé il n'y a pas longtemps. Toutes les fondations ont décidé d'unir leurs forces. Puis ça me parle beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on est plus forts ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Cette cause-là, elle est difficile à vendre. Elle est difficile à porter. Elle est difficile à vendre? Oui. Bien, à porter, écoute, tu le fais tellement bien. Vraiment. Mais
C'est fou d'être rendu obligé de dire, c'est difficile de vendre l'idée d'aider des enfants qui ont été maltraités ou qui sont maltraités. Ça devrait tous nous rejoindre. Donc, c'est parce que les gens, ils veulent pas entendre parler de maltraitance, Isabelle. T'as jamais remarqué? Oui, mais ça suffit. C'est comme... Je sais que tu m'avais raconté que tu avais invité Lionel Calment, le ministre, à venir avec toi dans des centres jeunesse, Puis on a vu ce qui se passait dans certains centres jeunesse où les enfants sont même... C'est quasiment la prison pour délinquants alors qu'ils ne sont pas forcément délinquants. Tu sais, on a cette vision du jeune de la DPJ qui est forcément un délinquant. C'est tellement pas ça. C'est pas ça. Mais non, mais c'est parce que ça, c'est le modèle d'il y a 30 ans, là, 40 ans. C'est les centres jeunesse, c'était des centres pour jeunes délinquants. Mais là, on est plus là. Pour jeunes contrevenants. Ouais. Mais non, maintenant, c'est des centres de réadaptation pour les enfants qui sont victimes de maltraitance, violence corporelle, agression sexuelle, négligence mais c'est supposé, grave. mais tu le dis, tu sais, réadaptation, à la rigueur, oui, pour certains, mais pour d'autres, c'est juste, ça devrait être un lieu sécuritaire parce qu'on est obligé de les sortir de leur milieu familial toxique, tu sais. Non, regarde, puis ça me faisait penser, j'allais te parler de la petite fille de Granby parce que là, ça va faire 5 ans. Oui. On est en avril. Oui. Ça va faire 5 ans. Puis depuis 5 ans, que tout le monde a été le cœur arraché par cette histoire d'horreur. Il n'y a pas pire que de vouloir faire taire une enfant en l'enveloppant comme ça dans du saran wrap. Puis c'est épouvantable. J'en reviens encore pas. Je veux dire, c'est une petite martyre. Là, tu sais, personne n'en revient. Mais, Isabelle, depuis 5 ans, il s'est passé quoi, tu sais? On parle toujours d'elle comme ça, mais moi, je l'ai vue, moi, cette enfant-là, comment elle était belle. C'était une belle enfant, souriante, joyeuse. Elle était intelligente. Tu l'as vue avant? J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos avec son petit micro, elle chante. On ne parle jamais d'elle quand elle était vivante, en santé, épanouie, parce qu'elle était dans un beau milieu de vie, parce qu'elle était aimée. Le système l'a pris, puis a brimé tous ses droits, l'a arraché à son milieu de vie, l'a coupé de tout ce qu'elle aimait du jour au lendemain pour l'amener dans un milieu de vie violent, où là, elle a dépéri de jour en jour. Mais moi, ce qui m'impressionne de cet enfant-là, c'est à quel point elle était forte. Elle nous a alertés à tellement de reprises, Isabelle. Tu sais, la nuit avant son décès, elle avait 7 ans. Elle était nue, affamée, battue. Elle s'est sauvée par la fenêtre. Puis elle est allée chercher de l'aide chez son voisin. Elle voulait encore vivre. T'as rendu compte? Moi, là, ma fille, elle vient d'avoir 8 ans. Je fais juste l'imaginer à 1h du matin, là. Se sauver nue dans la rue. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Nous avons tous une responsabilité par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais la personne qui l'a ramenée chez elle... Puis ces personnes-là s'en sortent trop bien, Isabelle. Pensait peut-être faire une bonne action, tu comprends? Mais pourtant, non. Puis tout dans son dossier disait que c'était une mauvaise décision. Ça veut dire que les voisins savaient, que tout le village savait. Tout le monde, Isabelle, voyons donc. Tu sais, quand on l'a arrachée à sa famille pour la renvoyer chez son père violent et sa belle-mère, la grand-mère et la mère ont fait une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour dire hey, les droits de cet enfant sont lésés. En 3 semaines, petite enquête, on a 2-3 coups de téléphone à DPJ, 2-3 courriels. On leur dit « Ah oui, non, tout est beau, vous en faites pas. » On ne respecte pas l'ordonnance du tribunal, tu sais, la réintégrer doucement dans son nouveau milieu de vie pour lui donner le temps de s'acclimater, là, tu sais. On ferait même pas ça avec un animal de compagnie, je veux dire, c'était terrible. Puis 2-3 courriels, « Ah non, OK, on ferme l'enquête. » On n'est jamais allé voir si elle allait bien. Qu'est-ce qui est arrivé quand elle est décédée? La CDPDJ, soudainement, « Oh, c'est terrible, on va aller enquêter. C'est terrible ce qui est arrivé. » Mais à aucun moment,
la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse a avoué publiquement qu'elle avait elle-même été impliquée dans le dossier, qu'elle avait été chargée d'enquêter, puis qu'elle a bâclé son enquête. Puis après ça, vous allez enquêter? Vraiment? Sans jamais... Quelle hypocrisie, Isabelle, mais quelle hypocrisie. Moi, ça me pue au nez, puis je suis plus capable de ça. Là, non seulement sont allés enquêter, est-ce que quelqu'un qui a vu le rapport d'enquête? Personne au Québec, depuis 5 ans, a vu ce rapport d'enquête, Isabelle. Personne. On paye des millions de dollars pour cette institution-là qui est chargée de protéger nos enfants vulnérables. Hey, non. Moi, ça, je ne suis plus capable. Les Québécois, on paye des millions de dollars parce qu'on pense qu'il y a des institutions qui sont là pour nous protéger puis protéger les gens vulnérables dans nos communautés. Mais non. Non, non, non. Donc, il faut que ça arrête. Là, il est question d'avoir un nouveau commissaire là, au bien-être et à la protection des enfants. C'était la première recommandation. Tu le sais, Isabelle, hein? C'était la recommandation phare du rapport Laurent. Oui, du rapport de Régine Laurent, oui. Bien, moi, quand j'ai lu le projet de loi qui est arrivé 2 ans plus tard, c'était le numéro 1, là. Ça a pris 2 ans à pondre le projet de loi. Mais quand tu ouvres, là, c'est une coquille vide. Ça vous a vraiment pris 2 ans pour pondre ça? Oui. Puis c'est cette personne-là qui va venir protéger nos enfants vulnérables? Non. À quel point on n'est pas tanné de ça? À chaque fois, ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans. Puis pendant ce temps-là, on échappe plein de jeunes. T'sais. Puis là, plus que jamais. Puis je suis pas une personne alarmiste, moi. Je sais pas toi, mais... Non, mais à un moment donné, on a envie que les choses bougent. T'sais. Mais j'ai peur quand, tu sais, mais la situation, elle est alarmante. Oui. On a eu près de 136 000 signalements l'année passée au Québec. C'est du jamais vu. C'est 10 des jeunes, un jeune Québécois sur 10 qui 300, fait l'objet d'un signalement au Québec. 370 enfants par jour. Mais cette grosse autobus jaune, là, ici dehors, puis remplis-les d'enfants par jour. C'est ça, là, nos signalements au Québec en ce moment. Par jour. Par jour. C'est épouvantable. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Puis on ouvre des unités partout dans les centres jeunesse en ce moment, là. On remplit ça d'enfants. On institutionnalise des enfants. Attendez, là, on peut-tu se dire qu'il y a une urgence... Bien, Camille Bouchard parlait d'une urgence de santé publique. Il y a une urgence de santé publique. Fait que j'ai envie qu'on en parle. Parler de violence familiale, là, Isabelle, c'est correct. Il faut qu'on se parle. Ouais. Il faut qu'on soit honnête. C'est ça que je voulais qu'on fasse un peu aujourd'hui. Ouais. Je trouvais que tu étais tellement la meilleure personne pour le faire avec moi. Parce que, tu sais, on essaye de changer le monde un peu quand même, dans notre genre. Changer le monde, c'est des petits gestes comme ça, de prise de parole. Hein? Pour toi, c'est quoi? Si on se dit, comment tu vois la prochaine étape pour Nancy dans sa prise de parole de défense des jeunes? C'est d'arriver à ce qu'on entende plus la parole des jeunes. J'essaie de les amener de plus en plus avec moi tout en voulant les protéger parce qu'il y a une fragilité. De trouver la bonne façon, qu'on les entende de plus en plus. Quand je fais ma collecte de manteaux annuelle pour les jeunes de la rue, je les amène avec moi à la radio, tu sais, parce que je veux qu'ils puissent vivre ça, être dans un studio de radio, raconter leur histoire. Se dire que c'est possible, c'est l'espoir, en fait. Oui. C'est générer de l'espoir. C'est ma petite façon à moi de les amener. Puis je vois là, comment ils sont fiers d'eux après les entrevues. Puis, waouh, les gens m'ont entendu, les gens m'ont écouté. J'ai pu raconter mon histoire, ma vérité à Paul Arcand. Tu sais, je veux continuer à faire ça. Puis je trouve que le plus grand challenge, c'est de conserver cette intégrité-là. J'arrive dans des moments où des fois c'est plus difficile. Par exemple, si on me promet de financer un programme de mentorat pour mes jeunes, mais je sais qu'il y a un prix à payer. Des fois, je trouve ça difficile. Le prix à payer pour qu'on finance une aide à mes jeunes, c'est tu critiques plus, là, tu dis plus rien. Là. Sinon, on va t'enlever le financement. Là. On te l'a dit, ça? Est-ce qu'on t'a dit, Nancy, ça serait le fun que tu... je l'ai vécu. Ouais. Je l'ai vécu. Fait que je trouve ça tellement un grand défi
rendu à un certain point, de conserver cette intégrité-là, qui est vraiment importante pour moi. Puis là, je comprends. Il y a plein de choses, là, tu sais. J'étais naïve un peu. J'étais très naïve, oui. De penser que, tu sais, ben oui, mais ils vont financer ce programme-là. C'est tellement important pour nos jeunes. Tu es idéaliste. Mais, oui. Tu sais, on est idéaliste. Oui, tellement. Tu sais. Mais c'est de continuer à naviguer là-dedans. Puis mais c'est important de se respecter. Je pense que c'est très important de se respecter. Mais sinon, je ne pourrais pas dormir la nuit. Moi, je ne peux pas. Tu sais. En tout cas, merci. Merci d'abord juste pour cette rencontre fabuleuse. Je t'adore. Moi aussi, je t'aime très fort. Merci, je sais. Puis merci pour les jeunes, tu sais, pour tous les petits, pour les petits qui ont grandi, puis pour les petits qui grandissent, tu sais, parce que ça prend des gens comme toi qui leur donnent une voix, qui prennent cette voix, puis qui le font avec autant de sincérité, d'honnêteté, d'intégrité, tu dis ça, puis qui combattent l'injustice. Ça, là, je retiens ça, tu vois. Combattre l'injustice, rester intègre. Puis s'impliquer. S'impliquer, c'est ça. Passer à l'action. Oui, passer à l'action. Parce qu'ils sont beaux, ils sont cool. C'est comme ça qu'on change le monde. Donnons du temps à ces enfants-là. On dit, trouvez une façon de vous impliquer puis de tendre la main aux enfants. Oui, c'est comme une belle fin à notre discussion d'aujourd'hui. La prochaine fois, on parle du sexisme dans le sport, puis on parle de la nouvelle équipe des Canadiennes. Écoute, on va en avoir longtemps on fait à ça, dire. c'est notre discussion. Merci, Nancy.